BFM Business, BFM Crypto, le club. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours et les blockchains en contiennent une fraction. Les blockchains et au-delà des blockchains, les cryptos ont donc leur rendez-vous chaque vendredi, les pros des cryptos. Ils sont là, Alexandre Stachenko. Bonjour Alexandre. Bonjour. On est ravi de vous retrouver, Alexandre Stachenko, cofondateur de Blockchain Partner et directeur blockchain et crypto de KPMG France. Owen nous accompagne aussi à distance. Bonjour Owen. Owen Simonin, sa chaîne YouTube Asher, il est aussi à la tête bien sûr de Meria. Et puis Laurent Pignot avec nous, analyste pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, on bonjour. est ravi aussi de vous retrouver. Alors Laurent, quand même, le Bitcoin qui a buté sur les 25 000 $ ces dernières heures après sa magnifique remontada des derniers jours. Après ce magnifique début d'année, on bute sur les 25 000. Est-ce que c'est le signe qu'on aura du mal à franchir les prochains obstacles, les prochains seuils techniques clés pour le Bitcoin ? Et oui, comme vous le disiez, le Bitcoin est passé au-dessus des 25 000 $ hier, mais la joie a été de courte durée, car il s'est fait automatiquement renfoncer autour des 23 500 $ dans le sillage des indices boursiers américains et repasse donc aujourd'hui au-dessus des 24 000 $ tout de même. Alors il faut dire que pour l'instant, en 2023, la narrative n'a pas changé avec l'année précédente. Le Bitcoin se négocie toujours comme un actif risqué, avec une corrélation qui est toujours positive avec les titres technologiques et spéculatifs de la finance traditionnelle. Et le renfoncement de hier soir sur le Bitcoin coïncide finalement avec celui des indices boursiers américains qui ont fini par craquer à la suite de la publication des prix à la production qui ont été finalement supérieurs aux attentes en janvier, ce qui remet un petit peu en cause finalement les pronostics d'un côté sur une inflation qui va peut-être mettre plus de temps à être combattue et de l'autre par ricochet sur l'assouplissement de la politique monétaire américaine qui interviendra peut-être plus tard qu'espéré là aussi. Autrement dit, les acteurs du marché ont perdu un petit peu d'optimisme hier soir, ce qui s'est traduit directement dans les cours des actifs risqués et le Bitcoin n'y a pas échappé. Et aujourd'hui, le Bitcoin regagne un petit peu d'énergie avec un Nasdaq là aussi qui grignote quelques points actuellement. Malgré tout, techniquement, les crypto-investisseurs attendaient le Bitcoin au tournant au niveau des 24 500, 25 000 $, puisque c'était une zone qui représente une résistance technique importante. Le cours avait déjà buté sur cette zone lors du rebond de l'année dernière en août 2022. Donc le renfoncement d'hier vient confirmer finalement que cette zone peut être une frontière stratégique à traverser pour continuer à donner des signaux de continuation de tendance haussière à court terme. En revanche, sous les pieds du Bitcoin, c'est la zone technique des 21 500 $ qu'il va falloir conserver à court terme pour rester dans cette tendance haussière. Une zone qui représente le rebond du début de semaine. Si l'on passait durablement sous ce niveau, cela pourrait redonner de la force et de la confiance aux vendeurs. Bitcoin donc qui a buté sur les 25 000, on est actuellement à 24 156 du côté de l'Ether, 1674 $. Est-ce que vous sentez les prochains seuils techniques plus faciles à franchir, pas facile à dire, plus facile à franchir que pour Bitcoin ? Alors pour l'Ether, la tendance, le schéma est assez similaire. Il est allé chercher hier les 1740 $ avant de se faire renfoncer là aussi pour les mêmes raisons que pour le Bitcoin et échoue donc à franchement dépasser cette résistance des 1700-1750 $, une zone importante qui représente les plus bas annuels de 2021 et la zone de crash de l'été 2022. Sous les pieds de l'Ether, c'est bien les 1500 $ qu'il va falloir conserver pour rester dans cette tendance haussière à court terme. Mais si l'Ether vient casser ces résistances importantes, nous devons quand même garder un œil sur le Bitcoin car c'est lui qui mènera la tendance, qui mènera la danse comme d'habitude sur le marché des crypto-monnaies. Donc voilà, il faut garder un œil sur le Bitcoin pour que l'Ether puisse franchir ces zones importantes. Laurent Pignot pour Zone Bourse nous accompagne, merci beaucoup. Laurent, alors on pourrait transformer cette émission en MOOC sur les cryptos, mais aussi en MOOC de droit européen, droit américain. Vous allez voir pour le Web3 que les lignes bougent vite en ce moment. Les régulateurs décident du tracé des frontières entre le droit de vie et le droit de mort. Droit de vie des acteurs, des cryptos, des produits ou au contraire, droit de mort. Et ce coup près sur le stablecoin de Binance cette semaine. Le verdict du régulateur américain est tombé sur le BUSD. Owen, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce verdict sur le BUSD, le stablecoin de Binance, et ce qui a motivé ce verdict ? Alors, le verdict final n'est pas encore tombé. C'est-à-dire que Binance doit arrêter d'émettre son stablecoin, le BUSD. Je rappelle que ce n'est pas
ce qu'il émettait directement. Binance était en partenariat avec la société qui tokenise des actifs et qui s'appelle Paxos, qui est bien connu pour son Paxos Dollar ou son Paxos Gold, un stablecoin backé par le dollar américain ou backé par l'or. Mais Paxos était également l'émetteur du BUSD, le fameux stablecoin de Binance. En l'occurrence, ça ne vient pas de n'importe où, c'est le régulateur new-yorkais, le New York Department of Financial Services, qui a demandé à arrêter l'émission des BUSD. Je vous rassure, si vous en avez dans votre portefeuille, vous avez jusqu'à février 2024 pour pouvoir faire une rédemption, c'est-à-dire récupérer les dollars qui correspondent à vos stablecoins. Mais pour le coup, le régulateur ne s'est pas intéressé sans aucune raison au BUSD de Binance. C'est suite à une alerte qui a été lancée par Circle, l'émetteur du stablecoin USDC, du concurrent géant de Binance, Coinbase. En l'occurrence, c'est la prise de parole de la SEC, la Security Exchange Commission, donc un autre régulateur américain, qui inquiète encore plus le géant Binance, puisque selon la SEC, le BUSD aurait pu été émis d'une certaine façon que l'on pourrait l'interpréter comme étant un security. Et je vous le rappelle, il faut enregistrer tous les securities auprès de la SEC pour pouvoir en émettre. Et à ce moment-là, s'il y a bel et bien une qualification de security pour le stablecoin de Binance, le verdict final pourrait encore être à venir, puisque la SEC pourrait aller jusqu'à attaquer Binance en justice. Et maintenant, du coup, le BUSD peut-il encore vivre? Quelle solution s'offre Alexandre à Binance? Et surtout, parce qu'on est là pour le public, messieurs. Et surtout, donc, quels conseils donneriez-vous aux particuliers qui nous écoutent, qui nous regardent et qui détiendraient encore ce stablecoin? Alors, les questions dans l'ordre. D'abord, pour Binance, quelle solution s'offre à eux? En fait, c'est assez simple en réalité, parce que si on enlève un peu la partie théâtrale, c'est quand même beaucoup de théâtre, c'est une security, c'est pas une security, je le savais pas, j'ai découvert que le BUSD était là, bon bref, on enlève tout ça. Globalement, il reste soit devenir un paria mondial et ne plus avoir accès aux États-Unis, soit payer une amende qui restera à définir dans les prochains mois et années. Je pense qu'étant donné la taille du marché, l'intérêt du marché américain, le dynamisme, la taille de Binance, etc., ça me semble compliqué de prendre la solution de devenir un paria. Donc on s'orientera vers ça. A priori, ça semble le plus plausible. Mais dans ce genre de feuilleton, il y a toujours un côté, aux États-Unis, on négocie des amendes, il y a un arbitrage. Ensuite, c'est un peu des feuilletons à chaque fois. Donc on a probablement un feuilleton qui s'ouvre et puis on va voir ce qui se passe dans les prochaines années. Maintenant, a priori, mentionnons quand même que la stratégie de Binance, maintenant qu'ils sont devenus un mastodonte et qu'ils ont la quasi-totalité du marché, d'autant plus depuis la faillite d'FTX, de toute façon, ils avaient prévu d'orienter leur stratégie de ces dernières années et les prochaines années vers plus de régulation, plus de respectabilité. Et donc, ça veut dire... On leur force la main et les États-Unis vont récupérer un peu d'argent probablement au passage, mais ils allaient le faire de toute façon. Et Binance est gêné, mais pas mis en danger par ce qui est en train de se passer. Pas pour l'instant, mais comme disait Owen, cette partie security, elle est assez menaçante parce que la SEC, en règle générale, rigole assez peu avec ces trucs-là. C'est pour ça qu'on parle souvent de la qualification de security, que quand on regarde un white paper d'une levée de fonds en crypto, il y a toujours un endroit qui dit les Américains, vous n'avez pas le droit d'y toucher, etc. Parce que être qualifié de security, ça veut dire qu'on a été illégal sur le marché américain. Donc pour les gens qui détiennent du BUSD, en réalité, comme on dit, il reste 1 an, pas de panique. Mais bon, globalement, ça ne sert plus à rien d'en détenir. Donc, soit vous passez sur un autre stablecoin, et ça peut être une des raisons qui explique aussi la progression du Bitcoin ces derniers jours, c'est que finalement, beaucoup de gens se sont dit, mais en fait, les stablecoins, c'est aussi censurable, régulé, etc. Donc, est-ce qu'on ne retournerait pas sur du Bitcoin? Hier, on recevait Gonzague Granval, et pour lui, l'intervention de la SEC, c'est pas tellement sur la nature du stablecoin de Binance, mais c'est plus un problème de concurrence, de monopole, contre lequel la SEC, peut-être, est en train de vouloir mettre de barrage. C'est la partie théâtre dont je parle. Je pense qu'en fait, il y a un sujet de fond, est-ce qu'il faut attaquer, est-ce que c'est une sécurité, mais en fait il y a aussi un sujet de forme, c'est de toute façon ils seront attaqués et on les attaquera soit par le biais security, soit par le biais vous êtes en monopole, soit par... Et voilà, bon, ça se passera de toute façon. Alors on le voit, l'écosystème crypto commence à peine à être régulé, un Far West, mais au Far West aussi les shérifs font la loi et les shérifs en ce moment haussent le ton. Si je vous parle de Gary Gensler, messieurs, est-ce que vous tremblez? Bon, ça va personnellement. Ça va. Bon, je vois Owen qui sourit à distance. Gary Gensler, c'est le patron de la SEC, justement, le gendarme des marchés américains dont on est en train de parler. Gary Gensler, un nom qui fait trembler certaines entreprises pour le coup de l'écosystème crypto. Et là, il crédite l'idée que de nouvelles règles vont s'imposer et de futures évolutions du secteur auront lieu. L'un des plus grands changements à venir pourrait concerner la détention des fonds des clients. On l'a vu avec l'affaire FTX, c'est un immense sujet, Alexandre. Dans l'écosystème crypto, tout reste à faire pour réglementer la détention des fonds des clients aujourd'hui?
ça dépend où on se situe. Là, on est vraiment encore en plein milieu du sujet du croisement des courbes, entre guillemets, c'est-à-dire l'Europe a commencé par réguler et ensuite on verra s'il y a un marché. Les États-Unis ont fait littéralement l'inverse. Et donc là, on est au croisement des courbes. C'est-à-dire que les États-Unis se réveillent avec un scandale FTX, très peu de régulation, et les acteurs qui disent mais je sais même pas à quelle sauce je suis mangé. Et donc de la même façon qu'en Europe, on est en train de surréagir, en particulier en France, parce qu'il faut faire quelque chose d'un point de vue politique, voilà, sinon on a l'impression qu'il se passe rien. Aux États-Unis, ils ont la même chose. S'ils n'agissent pas, on va les accuser de ne pas protéger les citoyens américains. Donc que fait la SEC, que fait Gary Gensler ? En fait, ils bougent beaucoup depuis quelques mois, mais eux, c'est plus légitime dans la mesure où effectivement il n'y a rien, il n'y a pas de régulation. Et donc sur ce sujet de conservation, c'est d'autant plus important que jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment de bonnes pratiques de marché, et très souvent c'était on met tout dans un pot commun, les fonds des clients, les fonds de la plateforme, et puis on espère que ça va bien se passer. Ce qui, d'un point de vue financier, est absolument une extrêmement mauvaise pratique. Il faut absolument ségréguer les fonds des clients qui ne sont pas les fonds de l'entreprise et les fonds de l'entreprise qui servent au développement, etc. Donc ça, sur ce sujet de conservation, c'est bien que ce coup de pied dans la fourmilière soit mis, mais je réitère toujours mon propos, c'est qu'il est mis dans une fourmilière qui a le mérite d'exister aux États-Unis. En France, en Europe, on va avoir les règles. Mais bon, il n'y a personne sur lequel taper. Les régulateurs, les autorités américaines qui se lâchent, effectivement. Il y a aussi Kraken, interdit de faire du stacking. On l'avait vécu ça il y a une dizaine de jours. Powell se plaint beaucoup d'ailleurs. Comment ? Le patron de Kraken se plaint beaucoup et est très vocal sur Twitter. On l'imagine. Owen, est-ce que l'écosystème crypto se rebiffe face à tous ces coups près, face à toutes ces décisions aux États-Unis notamment ? Disons qu'il y a encore beaucoup d'attentes. Il y a encore beaucoup d'attentes parce que ça va dépendre de comment ça va être interprété par la suite. Et là où ça peut avoir, quand il y a une annonce du genre, un impact instantané sur les cours, on est dans une phase où on dépend encore tellement du marché traditionnel qu'il y a des variations. On ne peut jamais savoir si ça vient des annonces du régulateur ou non. Quoi qu'il en soit, il y a des petits coups de théâtre assez intéressants. Par exemple, on parlait il y a quelques minutes de Coinbase qui avait fait savoir qu'ils avaient des doutes sur les réserves du BUSD, donc probablement à l'origine de la situation du BUSD de Binance aujourd'hui. Et pourtant, quand la SEC a expliqué que le stablecoin BUSD pourrait être considéré comme un security et qu'il pourrait attaquer Paxos pour avoir émis le BUSD, eh bien c'est Coinbase, donc ce fameux lanceur d'alerte, qui explique que si les stablecoins étaient considérés justement comme des securities, Coinbase ira en justice pour faire valoir le droit que leur stablecoin à eux n'en est pas un, ainsi que leur service de stacking. Parce qu'après Kraken, Coinbase ne peut pas avoir à renoncer à son propre service de stacking. Après ça, c'est pas terminé. C'est-à-dire que même pour Binance, il existe encore d'autres solutions. Binance explore aujourd'hui 2 pistes. Une piste pour un nouveau stablecoin avec un nouvel émetteur qui proposerait un schéma de flux qui permettrait de ne pas considérer le BUSD comme un security. Et une deuxième piste pour un stablecoin algorithmique. Rappelons que la dernière fois qu'on a réellement entendu parler de stablecoin algorithmique, c'était le fameux USD qui a perdu sa parité avec le dollar et qui s'est effondré. Mais Binance explique que dans cette piste-là, il voudrait un modèle beaucoup plus transparent et basé sur beaucoup plus de sécurité. Et en parallèle de ça, c'est le régulateur canadien, le CSA, qui a annoncé apporter de toutes nouvelles restrictions très complexes pour les exchanges, des restrictions à venir, on n'a pas encore les détails, mais selon Coindesk, le fameux média, il semblerait qu'avec certaines de ces obligations, cela puisse carrément remettre en cause le modèle de rentabilité d'une plateforme d'exchange au Canada. En attendant, ça fait beaucoup de bruit. Comme ça touche le monde régulé et le monde des institutions, ça affecte naturellement les cours, ça affecte naturellement les plateformes, mais il est vrai que ça n'affecte pas l'intégralité des utilisateurs, beaucoup étant depuis l'affaire FTX dans la DeFi de plus en plus décentralisée et utilisant de moins en moins de plateformes qui, elles, seront sous le potentiel courroux des régulateurs. Les pros des cryptos chaque vendredi, les pros du droit, du coup aussi de la régulation. On poursuit notre MOOC par la rive européenne cette fois-ci. Oui, les États-Unis n'ont pas le monopole du Far West. Exactement. Ici aussi, on tente de plus en plus de réguler. L'Europe et la France accouchent difficilement d'un droit stable et à la hauteur des enjeux. On a appris les priorités notamment de supervision de l'ACPR, l'autorité de contrôle de l'assurance en France pour 2023. Et l'ACPR concentrera, Owen, ses contrôles sur les PSAN. Alors Owen, en plus avec Maria, vous êtes PSAN. On connaissait les contrôles AMF, mais il y aura aussi ceux de l'ACPR. À quel type de contrôle votre entreprise, comme l'ensemble des PSAN, devront-ils s'attendre ? De toute façon, il n'y avait pas, en tout cas pas à ma connaissance, encore eu de contrôle, que ce soit sur des PSAN ou que ce soit par la CPR. Ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis la loi Pacte, c'est l'autorité des marchés financiers qui a été définie comme en charge d'enregistrer les entreprises en tant que prestataires de services et d'actifs numériques, mais également de veiller au respect de toutes les normes LCB-FT, c'est-à-dire de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. En l'occurrence, la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution,
que c'est également le régulateur des banques et des assurances en France, s'occuper également de l'application justement de ces règles en termes de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. En l'occurrence, l'ACPR a pris la parole dans un communiqué de presse le 15 février, donc il y a 2 jours, en expliquant que cette année, non seulement les contrôles allaient commencer, la CPR a repositionné et s'est justement réaffirmé dans le travail de régulation qu'il y a sur toutes les nouvelles lois qui vont arriver, notamment les lois contre le blanchiment d'argent et également les transactions, la loi TFR au niveau européen. Et ils ont précisé qu'il y aurait justement des contrôles, particulièrement sur les PSAN, qui n'en ont pas encore eu jusqu'à présent, autour de plusieurs points, notamment 4 grosses obligations. Les contrôles internes de l'entreprise, notamment la connaissance de la clientèle, ce fameux KYC ou KYB que doivent faire les entreprises pour rentrer en relation avec des nouveaux clients. Les dispositifs relatifs naturellement à la surveillance de toutes les transactions suspectes que peut avoir l'entreprise. Également, tous les dispositifs pour le gel des avoirs, qui sont des obligations qu'ont les différents PSAN. Et pour terminer, vérifier que les entreprises ont bel et bien des outils pour tracer les transactions dans la blockchain, ce que l'on appelle des KYT, transactions, et qui permettent de remonter pour vérifier si des crypto-monnaies utilisées par l'entreprise viennent de sources frauduleuses ou non. Alexandre, ces contrôles de la CPR seront différents de ceux qui se pratiquaient jusqu'ici ? Alors oui et non, c'est-à-dire que comme déjà il n'y avait pas beaucoup de contrôles. Voilà, comme le disait Owen, déjà des contrôles il n'y en avait pas beaucoup. Alors il n'y en avait pas aucun parce que de mémoire il y a un PSAN qui s'est fait retirer son enregistrement, donc d'une certaine façon il y avait quand même des contrôles. Maintenant effectivement pour prendre un tout petit peu de recul là-dessus, au moins ça a le mérite de donner une cohérence au modèle de régulation, parce que ce dont se plaignaient beaucoup les acteurs français, c'est que ok, pourquoi pas, on va être régulé, on va contrôler les flux, etc. Mais s'il n'y a pas de contrôle, en fait, il n'y a que les acteurs français qui trinquent parce que les étrangers continuent d'opérer et ne sont pas contrôlés, donc ils peuvent continuer d'opérer sans la perte de compétitivité. Donc là, j'allais dire, il y a un premier sujet, c'est est-ce qu'on est pour ou contre le contrôle, qui n'est pas le sujet, mais qui est au moins maintenant qu'on contrôle, ou en tout cas qu'on dit qu'on va contrôler, eh bien il y a ce sujet que ça y est, la boucle est bouclée, au moins la régulation est cohérente. Et là, il va y avoir plus de contrôle aussi parce qu'il y a plus de régimes. On l'a dit aussi il y a quelques jours, maintenant on va avoir l'enregistrement renforcé, l'agrément, va avoir MiCA, PSAN, etc. En rappelant quand même que nos amis de l'AMF sont pas beaucoup pour gérer tous ces dossiers. Donc c'est pour ça qu'on peut aussi espérer que ces contrôles seront faits. Comme ils ne sont pas beaucoup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'amis de l'AMF. Parce qu'ils ne sont pas nombreux, c'est pour ça. Peut-être, je ne sais pas, on verra. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de fermer la cohérence, entre guillemets, de ce système-là, mais on peut aussi espérer que ce ne soit pas que des mots, parce qu'il y a besoin de contrôle, il y a probablement beaucoup de PSAN qui vont disparaître. William, qui vient ici souvent, m'avait dit que, dans une très belle formule, qu'il faudrait imprimer aujourd'hui la liste des PSAN, parce que ce sera probablement de l'art contemporain dans un an. C'est vrai, il y a probablement une partie de ces PSAN qui n'existeront pas, parce que les contrôles ne sont pas assez sévères. Et donc il faut faire plus de contrôles. Avec l'enregistrement renforcé, on va en plus avoir des contrôles cybersécurité notamment. Donc très bien d'aller vers les contrôles, ils seront plus différenciés, mais on espère qu'ils seront faits, en fait, ces contrôles. Il ne faut pas juste les dire, parce que souvent, comme on disait, c'est bien de mettre la loi, mais s'il faut 6 mois de traitement de dossier, on peut mettre en doute aussi la capacité à les faire, ces contrôles. La Chine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de la Chine pour l'écosystème crypto. Est-ce que la Chine va apporter de la vitamine C, C comme Chine, à l'écosystème ? En tout cas, elle avance ses pions, la Chine. Cette semaine, on a découvert ce partenariat, et c'est vous, Owen, qui a attiré notre attention sur ce partenariat, auquel personne ne s'attendait. Conflux se lie, Owen, à China Telecom. Il y a plein d'annonces qui accélèrent très fort en Chine. Et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu d'annonce de cette taille-là. En l'occurrence, c'est China Telecom, de 390 millions d'utilisateurs qui veulent lancer des cartes SIM blockchain. Pour ce que ça veut dire, ce serait, quoi qu'il arrive, une carte SIM qui aurait des fonctions blockchain qui permettraient, par exemple, de conserver et de sécuriser les clés privées et publiques des différents utilisateurs qui souhaitent activer ces fonctions. Encore une fois, il n'y a pas suffisamment de détails. Tout ce que l'on sait, c'est que le développement a été annoncé il y a de ça quelques jours et que la R&D est prévue pour être achevée en milieu d'année pour un lancement fin d'année au plus tard sur la ville d'Hong Kong. En l'occurrence, ce qu'il faut également comprendre, c'est que ça a été lancé avec la blockchain qui s'appelle Conflux Network. La crypto-monnaie de cette blockchain a vu son cours grimper de 300% dans les 3 dernières journées. Impressionnant. Est-ce que la Chine garde toujours, d'ailleurs, Alexandre, un point important et exerce un impact significatif sur l'écosystème ?
Et sur les cryptos? Je pourrais répondre oui, parce que y a encore beaucoup de minage clandestin, parce qu'il y a encore le sujet des MNBC, dont l'Europe s'inspire malheureusement, mais c'est un autre sujet, parce que la Chine tout simplement est incontournable aujourd'hui, crypto ou pas crypto, mais le problème c'est que je pourrais aussi répondre non, parce que le marché a compris que MNBC et crypto-monnaie c'était pas pareil, parce que sur le minage, les États-Unis ont pris le devant et donc finalement ils sont beaucoup plus significatifs que la Chine, et parce que tout simplement l'État chinois voit pas spécialement d'un bon œil le développement d'une monnaie concurrente qui empêche le déploiement de ces autres sujets, comme par exemple le crédit social. Mais en fait, ce qu'il faut répondre de manière honnête, c'est pas oui, c'est pas non, c'est honnêtement, on n'en sait rien. Parce que les informations qui nous viennent de Chine sont, dans la quasi-totalité des cas, absolument pas fiable. Je prends souvent cet exemple-là, mais Owen et moi, on est dans le milieu depuis un certain temps. Je pense que j'ai dû voir au moins 6 ou 7 fois la Chine interdire les crypto-monnaies en 7-8 ans. Toujours pour 6 mois les réautoriser, puis finalement les réinterdire, et puis finalement les réautoriser. Donc en fait, les informations qui nous proviennent de Chine ne sont pas fiables. Donc aujourd'hui, moi je prends beaucoup de distance avec ce qui s'en passe. C'est un marché qu'on ne peut pas ignorer, mais pour l'instant, ça reste théoriquement plus ou moins interdit. Donc il faut garder un œil dessus. Mais le dynamisme et les annonces qu'on peut voir et qui sont liées à ce qui peut se passer en France, aujourd'hui, elles viennent pas de Chine. Ça ne veut pas dire que le géant n'aurait pas juste endormi, mais bon, il faut garder un petit peu de distance avec ça. De la même façon, les informations qui viennent de la Russie, par exemple, entre la banque centrale qui dit j'aime pas ça, l'État qui dit j'aime bien ça, mais en fait on est lundi et puis le vendredi j'aime bien ça. En fait, prenons beaucoup de distance avec tout ça. Les informations sont rarement fiables. Merci de nous avoir accompagnés, nos pros des cryptos, chaque vendredi pour démêler les fils de cet écosystème qui se régule de plus en plus. Et c'est un vrai feuilleton, comme vous nous le disiez, un feuilleton américain là, très très intense en ce moment. Merci beaucoup Alexandre Sachenko.